commencer la soirée. Merci beaucoup d'être venu ce soir pour cette séance un peu particulière qui est consacrée au travail de Christine Piot, avec un dialogue réalisé autour du travail de Christine Piot avec Diana Quimby. Et merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté de vous mettre en avant, de faire cette présentation, Christine. Et donc Christine participe à l'exposition de groupe avec deux œuvres qui sont l'une au-dessus de l'autre. Voilà. Et cette exposition réunit des artistes de la galerie avec l'idée très simple de proposer, de montrer des œuvres récentes. Donc une sorte de... j'appelle ça une mise à jour, c'est pas un terme très élégant, mais par rapport à une évolution sur la recherche du travail. Et c'est aussi une forme de questionnement sur cette relation avec des artistes et une galerie, donc les artistes de la galerie, puisque ce sont les artistes de la galerie. Chaque artiste a été, j'ai proposé à chaque artiste de faire quelque chose d'individuel avec moi, qui est le galeriste. Et ça a pris la forme de vidéos qui sont visibles sur Internet, on trouve le lien sur le site de la galerie. Et Christine a accepté de faire une soirée donc, qui est un peu différente devant... ça se passe en public et donc avec une présentation autour de son travail et en même temps avec une plongée à l'intérieur du travail et puis un parcours dans le temps et une évolution sur ce qui a généré, si on peut dire, ces œuvres tout à fait récentes. Donc on va présenter le film d'abord qui a été fait par Pierre Charpy, qui est à la caméra. Donc il va aussi nous filmer ce soir. Et ce film sera mis en ligne, hein, si tout le monde est d'accord. Je vous vois l'image. Et donc le film lui-même est la visite d'atelier réalisée dans l'atelier de Christine avec Diana. Et donc après, il y aura une discussion entre elles et puis bien sûr vous êtes libre d'intervenir avec peut-être cette idée que la discussion résonne sur les œuvres des autres artistes qui sont, bien qu'il puisse y avoir une forme de dialogue visuel très différent les uns des autres. Je me sers de tissu donc, pour faire des empreintes, tout simplement, donc en positif, mais je me sers aussi de tissu pour retirer la couleur. Donc je fais des empreintes positives et négatives. Je recouvre aussi des choses et puis je refais apparaître des choses qui viennent du dessous. Et je joue aussi sur des oppositions de clair et d'obscur, de sombre, de net et de choses plus floues. Je ne pense pas à créer une forme en particulier ou de parvenir à un tableau, enfin une composition qui serait telle au préalable, enfin d'y penser au préalable, mais au fur et à mesure du travail, je me pose ces questions-là. C'est vrai que quelque chose qu'on n'a pas évoqué dans le film, c'est la question de l'aléatoire. Oui. Parce que quand on a discuté à l'atelier, déjà dans le processus, dans ta manière de peindre, il y a à la fois une sorte de maîtrise du geste, quand on pose le tissu sur la toile, mais aussi une certaine lâcher-prise, parce qu'on ne sait pas forcément ce que l'empreinte ou le geste va donner. Donc il y a une sorte d'équilibre à chercher tout le temps entre ces deux opposés. Et puis il y a la question de l'aléatoire. Tu ne sais pas ce qui va arriver sur la toile et après, avec chaque intervention suivante, voilà, tu vas réagir à ce qui se passe, ce qui s'est passé. Et pourquoi
aller plus dans une direction qu'une autre, ou voilà. Après, ouais, c'est ça. Quand il y a de sombre, alors je rajoute du clair. Quand il y a du clair, ou bien je pense aussi aux couleurs complémentaires. Je pense à varier aussi des motifs, enfin ce que j'appelle des motifs, c'est-à-dire une tache, une forme. S'il y en a quelque chose de grand, peut-être ajouter quelque chose de petit. Il faut faire des choix. Et oui, mais c'est pas au moment aussi. Alors c'est ce que j'explique. Je choisis la taille de mon tissu, la taille, le format de mon tableau, que je travaille à plat, hein, donc je définis un format déjà au départ. Hein. Je mets en œuvre un certain nombre de paramètres ou d'éléments que je convoque comme si je les réunissais. Mais après, qu'est-ce que ces différents éléments, couleur, matière, format, empreinte, qu'est-ce que ces éléments vont produire? Là, il y a lâcher prise quand même de ma part. Mais à chaque fois, j'essaie de récupérer un peu de volontairement d'intervention. Je suis entre les deux, je pense. Effectivement, comme un équilibre ou un déséquilibre permanent entre ce qui se produit et puis ce que je juge peut-être souhaitable d'ajouter, de retirer, Moi, je regarde Christine et je trouve qu'elle est comme une lettrée chinoise sur sa chaise chinoise. Et je sais que tu fais un peu de tai chi. Et dans ta parole, il y a beaucoup le sens de l'équilibre entre l'avant, l'arrière, le clair, l'obscur, l'aléatoire, le contrôlé. Et les Chinois, les peintres chinois, oui. J'ai lu certains textes parce qu'ils ont écrit, en fait, les peintres, peut-être plus que d'ailleurs les peintres occidentaux. Hein. Ils ont beaucoup écrit et effectivement, la peinture chinoise m'intéresse, même si on a peu l'occasion de voir des œuvres, un petit peu, hein, mais on la connaît mal, la peinture chinoise, en fait, d'une manière générale, mais je trouve que c'est intéressant. Alors, chez les Chinois, il y a quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que leur paysage comporte plusieurs points de fuite, en fait. Hein, souvent, par exemple, il y a des peintures verticales, en bas, il y a l'eau, il va y avoir une rivière, à mi-chemin il va y avoir une cascade, le petit chemin il se perd, on ne sait pas très bien, il y a un nuage, on entrevoit une montagne, on entrevoit un temple, et puis on monte, et puis tout d'un coup on se trouve face à une paroi rocheuse. Donc à chaque fois il y a un changement de niveau, comme si on pouvait progresser dans le tableau, avec toujours un point de chute à hauteur de l'œil, en fait, finalement, sauf peut-être en haut où on regarde le pic d'un peu en dessous, en contre-plongée, mais alors ça c'est une source d'inspiration. On parlait des influences, on n'en a pas parlé. C'est vrai que les Chinois, la peinture chinoise, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Et tu m'avais aussi parlé d'une exposition sur le Japon que tu as vue en 99, et tu as été frappé par des jarres. Et il y avait des empreintes de cordelettes, il y avait une impression de cordelettes dans l'argile. Ouais. Et est-ce que c'est ça qui t'a donné l'idée justement d'utiliser toi aussi les cordelettes, de les tremper dans la peinture et de les rouler sur la toile, et c'est ça qui fait un dessin? C'est fait un dessin. Vous avez vu un des tableaux comme ça que j'appelle Noir Ondé, qui date de 2001. Et effectivement, comme dit Diana, c'est ces empreintes d'argile, c'est la civilisation Jomon. Et j'avais vu ça, et je ne sais pas pourquoi, en fait, ça m'a donné l'idée de faire de même, c'est-à-dire que j'ai pris une sorte de cordelette enduite de peinture, que j'enroulais autour d'un rouleau. Mais je le fais encore quelques fois, je l'utilise moins et je ne l'utilise pas uniquement. Maintenant, je l'intègre dans des compositions plus diverses. Mais il y a eu un moment où en fait je me suis contentée de rouler, de dérouler plutôt ce rouleau sur lequel était
enduit de peinture, une cordelette. Et alors ça fait comme des vagues, et la peinture s'épuise. Alors c'est Monique Friedman qui dit qu'elle se sert d'un processus, je ne sais plus d'ailleurs exactement lequel en fait. Elle écrase des pigments avec elle utilise des cordelettes aussi d'ailleurs. Je crois qu'elle pose une toile sur des cordes qui sont jetées de manière, bon, elle dit aléatoire, voilà, par terre, et elle frotte peut-être avec pastel ou autre chose, et c'est le trace ou l'empreinte des cordes qui font une sorte de calligraphie après sur la toile. Oui, en fait, comme mes empreintes aussi. Oui. Mais alors elle parle de déjouer les automatismes. Voilà, pour ne pas tomber dans l'habitude d'avoir toujours le même type de geste, pas de toujours questionner. D'être surprise aussi par le résultat, en fait, c'est ça aussi. Je pense que c'est important de jouer avec ce qui vient. Alors j'ai copié une phrase justement à propos de Monique Friedman. C'est une phrase d'Edmond Jabès dans un catalogue d'exposition en 1980, une exposition de Monique Friedman. Hein. Il ne s'agit pas de mon travail. Mais donc Edmond Jabès dit « En dernière analyse, la question reste celle-ci, s'exprime-t-on ou, conscient cette impossibilité, accepte-t-on de prendre à son compte ce que l'œuvre seule exprime ?» Cette question quand même que partagent beaucoup d'artistes contemporains quand même, hein, je pense, qui se posent, on n'est plus dans la maîtrise du trait, du dessin, dans la virtuosité du trait, et qu'on va chercher peut-être à réagir justement avec quelque chose qui vient à un certain moment, par un processus ou par un geste qui n'est pas complètement contrôlé, et qu'à partir de là, on se laisse réagir. C'est assez mystérieux quand même, parce que vers où va-t-on? Justement, est-ce qu'il y a une perte d'équilibre dans ton geste? Bah parfois, oui. Parce que la première image, moi, m'a frappée. Je ne m'attendais pas du tout à te voir dans cette position-là. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on nous montre? Et tu te jettes sur la toile. Donc, on voit des œuvres au mur, mais là, tu es en chute. Ouais. Le corps, c'est le corps à corps, enfin, avec ce tissu qui est jeté, que tu écrases. Enfin, c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant dans le geste, de cette bascule, enfin, comment appeler ça? Est-ce que c'est un abandon? Est-ce que c'est parce qu'on parle de contrôle, d'aléatoire et tout? Mais là, c'est... Oui, il y a tout peut arriver. Bah oui, exactement. Hein? Oui, absolument. Tu t'abandonnes, toi. Oui. Enfin, j'abandonne... c'est ce à quoi je vais être confrontée. D'ailleurs, quelquefois, à un moment donné, je dis dans le film, il y a des images que auxquelles je n'ai pas envie d'être confrontée. Et c'est vrai, parce que ce tissu, il peut faire apparaître, enfin, ou moi je peux voir des yeux, des pattes, quelque chose qui risque de figer l'image, à mon sens. Et ces images-là, je n'ai pas envie de les voir, je n'ai pas envie de les conserver sur le tableau. Donc je vais jouer avec, je vais soit accentuer quelque chose, ou contrarier le mouvement, ou masquer une partie. Là où je dis quelquefois, je me focalise sur un coin que je n'aime pas, parce que justement c'est ce genre de déséquilibre et de surprise. Ouais, où, effectivement, là je m'abandonne à quelque chose qui peut ne pas me plaire. Tout à fait. Et même parfois j'ai l'impression que c'est le tableau qui doit m'apprivoiser un peu. Parce qu'il y a un moment donné où je me dis, bon, ben, je vais accepter de signer, finalement. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord, il faut que j'accepte. Bon. Ok. Il y a un peu de ça dans le fait de décider que le tableau est fini, je vais le signer. Bon, il faut que je puisse le revendiquer finalement comme mien d'une certaine manière, enfin entre guillemets. Mais
Et ce processus-là m'intéresse aussi, oui, cette aventure finalement, si c'est de maintenir le jeu un peu suffisamment ouvert pour... Jusqu'à ce que vous vous rejoigniez tous les deux. Le tableau et moi. Ça fait une bagarre. Ce qui est troublant, je trouve, c'est qu'il y a un emploi de mots qui ne peuvent pas approprier ta peinture. Point de fuite, image. Déjà, je m'interrogeais tout à l'heure, le point de fuite, comment peut-on avoir un point de fuite quand on a le nez au sol? On me disait que c'était plutôt que ça m'est venu comme ça. Je trouve que c'est très proche d'une peinture astronomique. Astronomique? Astronomique, oui. Et moi, je compléterais un petit peu la remarque, ce que j'avais envie de dire tout à l'heure, c'est quand tu parlais de la peinture chinoise, avec le regard qui se déplace, où est ton regard, toi? Je connais Christine depuis longtemps. Oui, mais c'est peut-être là la question, effectivement, où est-ce que je place mon regard? Alors c'est vrai que le point de fuite, alors je travaille à plat, donc ça c'est une question technique finalement, c'est que ma peinture que je prépare moi-même avec des pigments en poudre, et donc ce n'est pas, c'est pas vraiment purement de la peinture à l'huile telle qu'elle apparaît, telle qu'elle existe dans les tubes. Hein, je prépare, c'est de la tempera à l'œuf, à laquelle j'ajoute un peu d'huile aussi. Mais c'est une peinture qui peut être un peu visqueuse, mais qui peut être aussi un peu pas loin du liquide aussi. Et donc je suis obligée en réalité de travailler à plat, parce que sinon ça ferait des coulures qui pourraient être intéressantes, mais pas forcément tout le temps. Et donc, et je redresse. Et alors effectivement, j'agrafe d'abord mon format parce que je découpe la peinture, la toile. Je ne la découpe pas après, mais je la découpe avant de travailler. Le format est déjà fixé d'avance sur une planche, donc après je peux redresser ma planche pour regarder. Le point de fuite, j'en parle plutôt comme une chose qui est apparue. Non, mais ce que je veux dire, excuse-moi de m'interrompre, point de fuite, image, non mais j'insiste là-dessus parce que les mots sont importants. Tu as une peinture qui est troublante dans le sens où elle ne réagit pas par rapport à point de fuite ou à image, c'est au-delà de ça. C'est pour ça que je dis peinture astronomique, c'est une formule. Mais quand on voit la capacité des télescopes actuels à percevoir des galaxies, des machins, des univers, il y a des millions de planètes comme la nôtre dans l'univers, c'est pas des images photographiques qu'on voit, c'est des images reconstituées. Il faut enlever le bruit numérique, c'est une superposition d'images où la puissance est telle que quand on voit rien, les capteurs créent du bruit, donc il faut séparer le bruit du vrai, du faux du vrai. Et c'est jamais qu'une reconstitution d'un univers, donc c'est là où je voulais en venir avec ta peinture, qui me paraît échapper à toute catégorie préexistante et à tout cliché, presque j'ai envie de dire. Donc qu'est-ce qu'on peut inventer comme mot pour ta peinture? Moi j'ai trouvé peinture astronomique ou perspective astronomique. Oui, c'est bien, je l'accepte. Parce que c'est vrai que le point de fuite renvoie trop à la perspective. Alors je cherche pas, justement, je cherche pas du tout à faire un paysage avec un horizon. Il suffit d'une horizontale pour faire un horizon. C'est un retour. J'ai presque envie de dire, dans le vocabulaire. Je ne suis pas critique, mais il faudrait presque ne pas le dire, parce que là on entend un retour d'une espèce de refoulé de la peinture figurative dans laquelle tu n'es pas du tout. Alors je parle du cheminement du regard, quand même, et ça c'est une chose à laquelle je réfléchis quand même, c'est-à-dire que mes éléments, les tâches, mes motifs, mes impressions, toutes les choses que je convoque finalement dans un tableau, mon idéal, mon but, c'est quand même qu'on puisse se promener dans ce tableau. Oui, c'est presque une errance à la jeunesse. Donc le regard, mon regard, il essaie j'essaie d'épouser celui qui pourrait être, qui va être celui du regardeur. C'est toujours aussi une question de relation entre des éléments. Il y a des éléments dans mes tableaux, il y a des traits, il y a ce que j'appelle des motifs. Là aussi, c'est peut-être pas le bon. Enfin, c'est ça, on voit peut-être à des choses qui sont pas, que je voudrais pas être spécialement attachée à ma peinture. Mais comment en parler?
des objets picturaux. Il y a des traits, il y a des taches, il y a des espaces colorés. Et ces choses-là, il faut bien qu'elles aient quand même une relation d'opposition ou de complémentarité. Il faut qu'il se passe toujours des choses entre ces choses-là, ces éléments. Sinon, ça ne bougerait pas, sinon, enfin, je sais pas, c'est... Et mon regard, il y a une chose que j'ai constatée, en fait, en travaillant, et que je dis dans le film aussi, c'est qu'au moment, quand je pense que mon tableau est terminé, il y a un moment que je dis quelquefois, bon, donc je me focalise, il y a un endroit qui ne me plaît pas, je change, il y a des choses que je change. Bon, évidemment, si je change d'un côté, ça va tout changer, donc bon. Mais il y a un moment où parfois j'ajoute quelque chose, je fais un geste, et du coup, tout ce qui est autour, ou tout le reste, je le vois de nouveau. C'est-à-dire, ça c'est très curieux. Et mon regard, il est peut-être là, c'est-à-dire que j'ai envie qu'on puisse tout voir dans le tableau. C'est difficile à expliquer en fait. C'est qu'on puisse se promener partout, qu'il n'y ait pas un élément qui fige l'image, c'est-à-dire on va reconnaître quelque chose, voilà, on va se dire ah ben ça c'est pas la tête à Toto, mais c'est une patte, un chien, bon. Si c'est trop présent, pour moi ce serait figer et donc pour que justement l'art abstrait, enfin ce qui est abstrait joue à plein, il faut qu'on puisse y voir beaucoup de choses, que ça puisse être quelque chose de grand, de petit, que peut-être astronomique. Moi je veux bien que ça représente un cosmos, pourquoi pas un univers. Moi j'ai ressenti ça en fait devant tes toiles, surtout le grand qui était assez foncé, oui, de bleu foncé. Doré, oui, comme une sorte de galaxie. Mais je ne voulais pas dire ça parce que je ne veux pas aller dire que tu représentes des galaxies ou le ciel, mais peut-être que tu es là quelque part dans ta tête. En tout cas, pas un horizon terrestre, pas un paysage oui, voilà. où on a les deux pieds sur le sol, pas forcément, en tout cas. Je me demande, bon, j'ai pas posé la question, mais comme ton atelier est dans la nature et on entend des oiseaux qui chantent tout au long de cette visite d'atelier, bon, quand on sort de chez toi ou si on se promène, on est dans les champs, il y a le ciel quand même, tu es vraiment dans la nature et j'imagine que la nuit, tu peux voir les étoiles. Je peux voir les étoiles, c'est vrai. Est-ce que ça joue même inconsciemment dans l'imaginaire Voilà. Alors c'est possible, moi je vais dire que c'est là. Je me demandais, en regardant les deux étoiles qui sont exposées, je pensais que celle du haut me semble avoir un aspect très, très liquide, très, comme une rivière, un ruisseau, enfin quelque chose de très aquatique. Et celle du dessous, beaucoup plus aérien. Et quand je me souviens de tes tableaux précédents, pour moi, ils avaient une nature, comment dire, parfois assez rocheuse, assez... et est-ce que c'est... Il se trouve que ça se... Est-ce que c'est conscient, inconscient de ta part, ou bien est-ce que ça fait partie d'une évolution, ou bien ça fait partie du grand aléatoire, ou c'est moi qui projette, c'est moi qui part dans tes tableaux. Non, je pense à des choses juste, oui, que ce soit fluide, que ce soit qu'il y ait des éléments solides, ça j'y pense. Alors je ne travaille pas par série du tout. En tout cas, s'il y a des tableaux qui se ressemblent, ce n'est pas dans une volonté de faire des séries. Je me dis, c'est comme une famille, donc l'évolution, ils sont tous de la famille des Casalans, mais il y en a qui sont plus aériens, il y en a qui sont plus terrestres, plus rocheux. L'exposition qui a eu lieu à côté
près du musée Quemondo, qui n'est pas le musée Quemondo, qui s'appelait Écriture. Ah, Cernouchi. Oui. Ils ont fait une exposition là, de peintres chinois récemment. Oui, et oui, on voyait le peintre projeté sur la toile du noir, et après, il en faisait un dessin. Contrairement à toi, il travaillait en vertical. À la verticale. Oui, parce que moi, je me pose la question de savoir quand tu remontes un tableau, est-ce que tu le redécouvres pas d'une autre façon? Bah oui, bien sûr. Et donc, est-ce qu'il te satisfait autant à ce moment-là? Alors que le peintre chinois que j'ai vu procéder, puisqu'ils avaient fait un film. Il n'y a pas un film, il était par terre, non, c'était en face. Non, il projetait à la verticale, et après, il finissait au pinceau, si tu veux. Et je me posais la question de savoir quand tu redressais. Alors, en cours de travail, je redresse ma planche. Hein. Oui, j'attends pas la fin pour quand même regarder de face, des choses comme ça. Et donc, je me repose la question de la composition que je ne posais pas quand je me contentais simplement d'empreintes, des empreintes. Là, il y a la question du regard, du coup, qui intervient aussi davantage. Je travaillais plus en aveugle quand je ne procédais qu'avec des empreintes. Et ça a été une période 2004, 2006. À partir de 2007, j'ai commencé à faire intervenir d'autres aspects d'enlevage. Donc j'ai commencé à complexifier à partir de 2007. Et donc du coup, plus je complexifie, plus se pose la question de la composition, parce que finalement, quand je dis est-ce que j'ajoute quelque chose, est-ce que je masque autre chose, etc., finalement, je retombe dans des problèmes de composition beaucoup plus classiques. Et alors, curieusement, il m'arrive de me confronter, par exemple, à des symétries. Voilà. Qu'est-ce que je fais avec ces effets de symétrie, des choses comme ça. Et ce que j'appelais le point de fuite, finalement, ça a été aussi une composition. Il y avait un point qui est apparu quasiment au milieu du tableau. C'était imprévu pour moi. Donc, et ça veut dire que c'est une évolution que vous acceptez ou à laquelle vous essayez de mais je l'accepte parce que un petit peu les deux. Je l'accepte parce que finalement c'est quand même un jeu intéressant, je trouve, parce que la composition, ça oblige à penser aussi justement léger et lourd. Par exemple, des éléments qui font poids, qui peuvent être équilibrés avec d'autres. Donc du coup, ça pose d'autres questions, et ces questions-là sont intéressantes. Donc j'accepte. Mais ce que je crains, c'est finalement peut-être d'être moins... de me détacher de cette histoire de l'art contemporain, minimaliste, support surface, des gens plus radicaux que j'admire, et où je me dis, je me repose des questions que se sont peut-être posées des gens de l'école de Paris, ou des gens jugés un petit peu moins d'avant-garde dans les années 70, ou même avant, 50-60. Et ça, par rapport à l'histoire de l'art, ça me pose peut-être un problème. En même temps, ça fait partie de l'histoire aussi. Et pourquoi ne pas se confronter à cette histoire-là, de la composition ? Il y a une question que je voulais vous poser. Là, j'ai entendu, je crois que c'était à propos de Daniel Arras. Il parlait du pinceau. Alors, je pense que c'était en référence à Léonard, en disant que le pinceau, c'était le petit pénis. Ah. Et est-ce que dans le fait que vous n'utilisiez plus le pinceau, est-ce qu'il peut y avoir un rapport à ça? Une peinture féministe. Est-ce qu'il y a un rapport physique au tableau? C'est quand même une relation. Oui, et sexuelle, peut-être, certainement. Enfin, je ne sais pas. On peut quand même peindre avec le poireau. Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ont renoncé au pinceau aussi. Ah, c'est vrai. Merci de là, tu me sors une épine du pied, là. Mais dans le fait de ne plus utiliser un pinceau, parce que c'est quand même oui, ça provient d'un outil, une prolongation et c'est quand même une décision qui est radicale dans
le domaine de la peinture. Pour un peintre, de ne plus utiliser l'outil même qui fait le tableau. Ouais. Pour un peintre occidental. Un peintre occidental peut-être, mais bon, après, on fait partie aussi. Oui, c'est se priver de la virtuosité, je dirais surtout. De ne plus utiliser le pinceau. Ben oui, parce que le geste du pinceau, il y avait la touche, il y a un rapport à la virtuosité, donc quand même, un savoir-faire, On contrôle davantage, peut-être on peut. Oui, c'est ça, oui, quand même de savoir dessiner, de savoir peindre, c'était quand même une chose importante dans l'histoire de l'art, jusqu'à une époque relativement récente finalement, quand date cet abandon de ne plus vouloir faire quelque chose qui prouve un savoir-faire technique. Ça appartient à la modernité quand même après. Parce que... Sans cette surface, où il est le peintre. Parce qu'on est quand même là dans une surface. Oui. Et vous dites sans la surface? Ben, où est la peinture si on n'a plus cette surface? Oui. Il faut un support. La peinture nécessite un support. Il faut un support qui soit justement un support dans lequel on ne peut pas aller plus loin. Et peut-être aussi que cet outil que j'utilise de tissu ou que je n'utilise pas de pinceau est peut-être aussi une façon de plonger pour après je partir de quelque chose qui est déjà un début de matière peut-être. C'est ça, je pars de voilà, c'est ça, ça me donne quelque chose que je n'ai pas complètement décidé et à partir de là, je me laisse porter à introduire une chose ou une autre. Mais tu n'apprêtes pas tes fonds d'une couleur particulière? En principe, je pars de blanc, mais alors il m'arrive, oui, mais je n'ai pas de protocole, hein, je change. Parfois, je pense par exemple ombre et lumière, je commence à étaler une couleur claire avec une couleur sombre, et parfois je commence par l'empreinte, parfois, en fait, ça dépend, sur une tâche, Je pensais à propos du regard de la peinture, parce que vous êtes quand même chacune artiste, et comment est-ce que c'en est venu à ce que vos deux œuvres ou vos deux intérêts se rencontrent, alors que vos œuvres sont extrêmement différentes l'une de l'autre. Je crois que c'est toi qui est venu à mon atelier, qui a manifesté la première l'intérêt de venir à l'atelier. Je me souviens parce que Diana est venue plusieurs fois, hein, et tu as passé du temps et on a bavardé et on échange aussi, correspondance, où parfois on se pose des questions. Parce que c'était pas une commande, je veux dire, c'est parti d'une envie ou de... Oui, non, comment c'est venu? On a sympathisé. Oui, c'est tout. En fait, ce n'est pas parce que ce que je fais moi et ce que fait Christine, c'est très différent. Il y a toujours des passerelles. Toutes les questions que Christine se pose sur ses peintures, moi je peux aussi poser le même type de questions sur ce que je fais. Ah oui, et tu disais quelque chose d'intéressant d'ailleurs dans une de tes mails, de tes courriels. Tu disais que en fait toi, même si tu... parce que Diana en fait, dessine beaucoup, fait de la gravure aussi, mais surtout dessine et dessine des corps. Donc c'est complètement réaliste et c'est au crayon. Et donc une pratique complètement différente de la mienne. Et tu me disais qu'en fait, toi aussi, tu ne savais pas le résultat. Quand tu commences au cours de ton travail, tu ne sais pas finalement à quoi va ressembler le dessin à la fin. Oui, voilà, c'est pas parce qu'on va représenter quelque chose qu'on sait ce que le résultat final, on ne sait pas ce que ça va être à la fin. Et c'est d'autant plus intéressant que toi tu commences justement, enfin je veux dire, ton processus il reste attaché à la restitution d'un corps quand même.
Oui, un visage. oui, même si ce n'est pas vraiment réaliste, mais quand on commence, on ne sait pas forcément où ça va aller. On peut se poser tous les mêmes types de questions, mais c'est trop foncé là, c'est trop clair là. On va, même avec un dessin, on peut effacer, on peut rajouter. C'est aussi un peu comme un tableau. Donc, et pareil, je vais tourner autour, voilà, c'est... Ah oui, puis tu commences en haut, en bas, tu vas à droite, à gauche. Il y a plusieurs choses qui se recoupent. Donc, Mais j'ai pas répondu à votre question sur le support, le tableau. Mais je ne sais pas quoi dire. Où aller du tableau? Il n'y a pas d'au-delà. C'est le piège. C'est pour ça que j'ai peint. Il n'y a pas de derrière. Il pourrait y avoir un derrière du tableau, peindre recto verso. C'est ce qu'on fait via là. Il peut y avoir aussi C'est complètement. Enfin, c'est merveilleux la peinture. une forme, un volume. Oui, c'est merveilleux. Bah oui, parce que quand même, on est face à une surface, à un écran, un mur. On est face au mur. Et en fait, on peut voir à l'infini, presque. On peut plonger dans les astres, dans le cosmos. Oui, c'est vrai, non, ça pourrait être infini, ça peut être infini, on peut représenter un espace illimité quasiment. Ben oui, c'est complètement magique. C'est pour ça que je trouve aussi intéressant l'idée de tableau que quand même la radicalité moderne a évincé aussi, de dire ce support. Alors il y a eu un moment dans mon cheminement aussi où je me suis dit je ne veux plus peindre sur un support opaque. Pourquoi le support opaque? Pourquoi un support tendu? Donc lisse en fait plat déjà. Et il y a eu une période où j'ai peint sur du plastique transparent qui était souple. Ça donne les plastiques qui sont suspendus comme ça, avec d'ailleurs un mouvement qui se crée de lui-même aussi, puisque la superposition, les plis créaient une couleur, un mélange coloré par soi-même, quoi. Mais je suis revenue à l'idée de tableau, parce qu'au fond, à un certain moment, ça m'a davantage intéressé de travailler la transparence et la superposition des couches, finalement, avec l'opacité. J'ai pensé que ça allait plus loin, justement. Et ce tableau, c'est un objet qui est très mystérieux, qui est... et puis qui est hors du monde, un petit peu hors de... C'est justement pas un objet quotidien qui est utilisé, comme on fait d'autres artistes très intéressants. Moi, tout à l'heure, je parlais de la Chine, et là, j'avais envie de parler de l'Afrique, les batiks avec les tissus. Oui, oui. On entoure des cailloux avec des tissus, donc on joue un plein de... On entoure des cailloux avec des tissus, oui. Ça je connais pas. Et du coup, ça fait des... On met un élastique pour fermer. Voilà, des ficelles. Ah oui. Et on les trempe dans la peinture, c'est ça. Et puis après, Et alors, tu as épousé un musicien. On a beaucoup parlé de regard, de perspective, de cosmos. Et en fait, peut-être qu'on peut lire tes tableaux à l'africaine, c'est-à-dire comme des superpositions de rythmes. Et du coup, oui, tout à fait, ça me plaît beaucoup cette idée-là, bien sûr. Ben oui. Puis il y a l'Afrique, mais il y a aussi tout ce qu'on observe. C'est la réalité. La réalité, ce sont des rythmes différents. L'oiseau passe, la voiture roule, nous on marche. Plutôt que de voir des changements de perspective, d'un changement de rythme. Ouais. C'est le monde est fait de ça, non? Ça cohabite finalement. Tous ces rythmes différents, toutes ces respirations sont différentes, cohabitent. Oui, complètement. Est-ce que j'aimerais bien d'ailleurs que mes tableaux soient beaucoup d'univers réunis finalement. Et tu as dit que toutes les couleurs, tu les voulais ensemble.
tu veux pas qu'il y en ait un qui l'emporte sur les autres. Oui. Donc il y a beaucoup cette idée-là Cette idée de famille, d'ensemble, de réunir, d'équilibre. Oui, et quand je dis que je termine le tableau et que tout d'un coup je vois tout, enfin c'est comme si je vois tout le monde va bien ensemble. Tout, voilà, c'est ça. C'est pas une chose qui l'emporte sur l'autre effectivement et qui fait qu'on ne voit pas, il y a une partie du tableau qui reste inintéressante ou pas vue. Et moi-même je l'éprouve dans le travaillant. C'est-à-dire je me concentre sur un coin. Parce que je veux changer ça, et puis finalement, quelquefois, c'est en travaillant à côté que la chose apparaît différente, et donc j'arrive justement, c'est à tout voir. En fait, c'est cette expérience-là de pouvoir tout voir, et donc effectivement de pouvoir voir différents univers, éventuellement. Plus c'est différent, plus ce serait intéressant, je pense. Que plusieurs univers soient réunis dans un tableau. Est-ce qu'on peut parler du rapport d'un tableau au suivant ou un tableau à un autre, dans l'idée que, par exemple, souvent quand on entend un ou une écrivain parler de son travail, il y a un tel investissement dans l'écriture, dans le livre, qu'après il y a une sensation de vide total, et de devoir réémerger pour recommencer à se réinvestir dans quelque chose d'autre. Est-ce que ça peut arriver aussi dans un tableau, ça? Je ne sais pas si j'ai été confrontée à ne plus travailler pendant un certain temps à la suite d'un tableau. Je ne me souviens pas avoir été confrontée à ça. Mais ce qui est certain, c'est que un tableau va me donner pas une idée, puisque je pars sans idée, donc je ne peux pas dire que c'est une idée, mais peut-être une envie de couleur ou de forme à partir d'un précédent. Je rectifie, je rééquilibre par rapport à une tonalité lumineuse ou à une lumière. Je pense que ça, oui, dans le passage d'un tableau à l'autre. Je travaille plusieurs tableaux en même temps aussi. Donc il y en a qui vont avancer plus vite, puis d'autres plus lentement. Il y en a que je vais terminer, je pense, assez rapidement, puis d'autres sur lesquels je vais revenir plusieurs mois après, même des années. Ah oui, si je voulais dire quelque chose par rapport à la nature. Tu disais, mon atelier est dans la nature. Et c'est vrai, mais j'ai été très longtemps parisienne et j'aime beaucoup Paris, avec tous ses attraits et ses habitants. Et puis tu as le musée du Nez, tu as le musée Cernucci, etc. aussi. Comment? Tu as le musée du Nez, tu as le musée Cernucci à Paris. Ben oui. Ah oui, c'est ça, il y a une quantité de choses magnifiques à Paris. Mais, alors j'ai quand même, voilà, je peux terminer quand même là-dessus, parce que c'est la lumière, c'est que mon atelier est dans un lieu où il y a beaucoup de lumière, et où il y a beaucoup de lumière très variée. Parce qu'il est quand même, c'est vrai que c'est le fait que ce soit à la campagne et entouré d'arbres. Beaucoup d'arbres. Et donc, alors mon atelier est complètement isolé de la nature. Je ne veux pas du tout de petites feuilles qui tremblotent quand je travaille. Ça me dérange. Mais quand je sors de l'atelier, effectivement, j'ai les reflets de la rivière, j'ai le soleil sur les feuilles. Voilà. Donc ça, c'est peut-être pas mal. C'est peut-être quand même une source d'inspiration. Merci Christine. Merci.